Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Ok, dans cette vidéo, on va mettre euh, fin en fait à la première partie, voilà, de notre formation de développement web qui concerne le HTML. Dans la vidéo précédente, on a abordé en fait l'intégration média. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les formulaires et les tableaux HTML. Alors pour commencer déjà, on va commencer par les tableaux. Et donc on va juste venir un peu au pied de notre voilà, au pied de notre truc, juste avant le footer. Ok, donc on va juste mettre ça avant le footer. Et je vais créer en fait une section, d'accord? Donc je vais créer en fait, je vais l'appeler section. Ok, je vais pas lui donner de ID ni de classe, absolument rien du tout. Dans cette section, je vais tout simplement passer l'attribut table. Quand vous passez l'attribut table à une section ainsi, voilà, vous créez directement une table. Ok? Alors, on va lancer notre live server. Ok, donc il ouvre ici. Et lorsque vous allez venir carrément au pied de votre document, voilà, vous allez voir juste, je pense qu'il est juste après ça. Donc, notre tableau est là, mais n'est pas structuré, il ne contient aucune information. Alors, pour passer une information à notre tableau, on va tout simplement utiliser la balise TD. TD, en fait, signifie Table Data. Donc, on va passer à cette balise TD, en fait, à l'information tout simplement qui doit apparaître dans le tableau. D'accord? Donc là, je vais tout simplement dire ici que TD, disons tout simplement, voilà, je vais dire non, par exemple ici, voilà, et je vais dupliquer ça. Je vais dire ici que cette fois-ci, ce sera pas nom, mais prénom, ok, et là, on aura l'âge. Donc, je vais dupliquer, je vais mettre ici le sexe, voilà. Donc, si on revient, ok, sur le navigateur, on va actualiser évidemment la page. Donc là, maintenant, on a nos 4 colonnes, voilà, nom, prénom, âge, sexe. Maintenant, supposons que l'on souhaite en fait structurer, voilà, ces colonnes-là. Ok, on va revenir ici. On revient juste à la ligne. On va faire un TD, puis ce sont des données aussi. Et là, je vais dire peut-être que, bon, prénom, Jack. Ok, voilà. Euh, non, non, ok, non. Le nom ici, c'est Do. Ok, disons, Do Jack. Son âge, on va dire qu'il a 35 ans. Ok, et son sexe, on va dire que c'est un homme ici. D'accord. Donc là, on a une première ligne de données. Donc là, ça ne marche pas. Vous voyez qu'il empile en fait nos informations, voilà, en ligne avec nos entêtes ici. Donc cela est normal. Il va falloir qu'on lui indique en fait que à partir de telle partie, tu vas tout simplement définir une ligne, une nouvelle ligne ici. Et pour indiquer en fait à notre tableau en fait que ça c'est une ligne, on va utiliser la balise TR, table row, ok. Et là maintenant, on va tout simplement placer les informations de notre première ligne qui sera notre en-tête ici. Donc, on le place ici. Et maintenant, si vous revenez sur votre navigateur, ok, vous allez voir maintenant que Do, Jack 35 et M en fait sont venus à la ligne. Donc, en définissant en fait une table row, une ligne de tableau en fait, vous incluez les éléments concernant cette ligne-là uniquement. Donc, par exemple, là également, si je décide de dupliquer par exemple ça, CTRL D, ok, et là je vais toujours garder Do, mais au lieu que ce soit Jaka, ça sera Jan, ok, et là elle aura peut-être 19 ans, ok, et elle sera une dame ici. Donc voilà, sexe féminin. Ensuite, si on revient à la ligne, et exactement, il commence encore à empiler en fait les éléments, puisque là également, il va falloir définir encore une nouvelle ligne pour chaque donnée que vous vouliez entrer. Donc là aussi, il va falloir que je revienne ici et que je définis un table row ici. Et dans ce table row, je vais tout simplement ajouter les informations en fait de, voilà, du monsieur. Et pareil aussi pour la dame, je vais faire un table row ici et je vais ajouter ces informations également. Donc, je reviens d'abord ici, je fais un retour à la ligne pour voir la marche et ensuite, je déplace ces éléments-là. Donc là, on vient de définir en fait une ligne ici. Donc, notre tableau, lorsqu'on va venir, on va voir en fait qu'il aura une mise en forme. Mais là, évidemment, on peut se dire que bon, c'est pas vraiment un tableau, s'il n'y a pas d'élégance. Un acte que vous pouvez pratiquer déjà, lorsque vous voulez mettre en forme en fait votre tableau, vous allez venir dans la balise table ici et vous allez activer l'attribut border.
D'accord? Donc, border, vous pouvez tout simplement mettre ici, border ici. Donc, après ça, si vous venez maintenant dans votre navigateur, vous allez voir que il va tracer maintenant les lignes qui vont définir vraiment le tableau. D'accord? Donc là, on a un tableau, voilà, avec deux lignes. Voilà, une ligne pour Jack et une ligne pour Jean. D'accord? Pour toutes ces informations-là. OK? Maintenant, ça, en fait, on a défini des éléments ici. En fait, sachez que dans le HTML, j'ai dit tantôt que la première ligne ici, par exemple, voilà, cette première ligne-là, voilà, c'est tout simplement l'entête de notre tableau. Mais dans le code, en fait, notre code lit ça juste comme une ligne, puisqu'il ne sait pas que c'est une entête ou quoi que ce soit. Donc, pour le spécifier que ça, c'est l'entête, en fait, du tableau, vous allez utiliser, en fait, euh, l'attribut th ici. D'accord? Donc, vous allez faire th qui va signifier table head, pour lui dire, en fait, que ça, c'est une information d'entête. Donc, je vais juste envoyer ça ici. OK? Je fais un retour à la ligne et je vais copier juste l'attribut du nom, ok, juste en haut. Donc, je vais juste supprimer voilà, cette partie. Je vais garder le reste en TD. Donc, quand vous allez revenir ici, dans votre navigateur, vous allez voir que cette fois-ci, le nom a été mis en gras parce que là, maintenant, le navigateur reconnaît ça comme étant, voilà, un élément d'entête de notre tableau. Par contre, le nom âge et sexe sont juste des données, voilà, que nous avons placées. Ok, donc il ne reconnaît pas ça comme des éléments d'entête. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va également remplacer en fait à tous les TD, voilà, de notre entête par des TH ici. Donc une formule très simple. Voilà, quand vous voulez modifier des informations, faites juste un clic ici, ok, voilà, et vous maintenez, faites un clic là, et vous maintenez la touche Alt et vous cliquez de l'autre côté. Donc ici, vous pouvez modifier des deux côtés. Donc là, je vais faire TH, ok, ici, je valide, voilà, je reviens en bas, je fais la même chose, je remplace ça un TH, voilà, donc là, TH, et là aussi, il va falloir remplacer les balises fermentantes correctement. Donc voilà, donc TH, TH, donc c'est bon. Et là, quand vous allez revenir, vous allez voir que tout sera uniforme maintenant, c'est-à-dire qu'il va mettre le tout en gras ici. Donc, voici comment on définit une entête d'un tableau. Et les données, en fait, sont définies dans des table row avec des table data. OK? Alors, une fois que ça c'est fait maintenant, vous pouvez encore aller plus loin en spécifiant, en fait, à votre navigateur, voilà, la partie vraiment qui concerne juste l'entête de votre tableau. En fait, cette fois-ci, c'est pas juste les données d'entête, mais tout ce qui est en fait dans l'entête du tableau. Donc, cette valise-là s'appelle la T-head. D'accord? Donc, la T-head ici va permettre de définir le premier niveau en fait de votre tableau, la head. Donc, vous allez le définir avec table head ici, T-head ici. Et ensuite, il y a également, vous allez définir, on a le T-body qui va définir le corps de votre tableau. C'est généralement là où vous allez mettre les données pures en fait de votre tableau. Ici, par exemple, je vais mettre tout ça ici dans le T-body. OK? Et après ça, voilà, il y a le T-foot. Donc, je fais juste un T-foot ici. Et là, je vais tout simplement placer les informations en fait de fin du tableau. Donc, par exemple, là, je vais juste mettre en fait un table row ici. D'accord? Et dans ce table row, je vais juste mettre un TD, juste un seul. Et je vais dire la liste, voilà, s'arrête. Par exemple, je vais dire, voilà, s'arrête à 2 personnes. Voilà, ici. Donc là, voilà, la liste s'arrête à 2 personnes. Donc 2 personnes, il y a un S ici. Et maintenant, en fait, on va aller dans le navigateur pour vérifier. Et là, vous allez voir que visuellement, il n'y a pas grand changement, mais notre tableau est bien structuré, c'est-à-dire qu'on peut manipuler les informations à part entière, individuellement ici. Alors maintenant, le problème que nous avons ici est très simple. Regardez par exemple mon footer, d'accord? Moi, j'ai juste mis en fait un TD, voilà, espérant qu'il va occuper, voilà, toute la largeur du tableau. Et là, en fait, comme vous l'avez vu, en fait, HTML est tellement bien structuré que lorsque vous n'avez qu'un seul TD, voilà, il va juste le placer au premier emplacement en fait de la ligne. Donc, il va le placer juste au point 0. Donc, la première colonne, la première cellule du moins ça est celle qui sera occupée. Alors, comment faire en fait pour étendre voilà ma cellule là, ok, TD à l'ensemble en fait de la largeur de mon tableau. C'est très simple en fait. Vous allez revenir et vous allez utiliser un attribut qu'on appelle le call span. L'attribut call span vous permet de fusionner en fait voilà un certain nombre de colonnes.
Donc, call span, c'est pour colonne span, ok? Donc, vous l'aurez deviné, on a également le rows span, ça va permettre également de fusionner, voilà, des lignes, ok? Donc, ici, je vais venir dire que call span, je vais dire que fusionne en fait les 4 premières colonnes. Et là, quand vous allez revenir sur le navigateur, vous verrez en fait que la liste s'arrête à 2 personnes, s'étant sur la largeur totale en fait, voilà, de mon tableau. Si j'avais mis seulement 2 colonnes et que je revenais ici, voilà, vous allez voir qu'il va juste coller, en fait, fusionner les 2 premières colonnes et laisser les 2 dernières. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors, un truc que j'espère que vous avez remarqué, par exemple, si je mets call span à 1, vous voyez que ici, voilà, il y a plus de fusion voilà, de colonnes, c'est vrai. Mais ce que j'espère que vous avez remarqué, c'est cette partie-là où, en fait, ma colonne, en fait, la colonne des noms, OK, a été élargie pour prendre en fait la taille de la dernière cellule qui occupe le plus d'espace. Donc en HTML par défaut, lorsque vous allez créer en fait vos données, d'accord, sachez en fait que la largeur de la colonne sera définie par la taille de la plus grande cellule de cette colonne en fait. Voilà. Donc si cette cellule-là était encore plus grande, évidemment, il va toujours étirer cela, voilà, jusqu'à pouvoir entrer en fait voilà, la ligne dans une seule ligne. D'accord? Donc, il ne fait pas en fait de retour à la ligne par défaut. OK? Donc, c'est ce qu'il y avait à remarquer. Donc, on va revenir ici et je vais mettre en fait le call span à 4 ici. Voilà. Pour juste l'indiquer que je veux qu'il colle en fait l'ensemble en fait des marges sur la largeur ici. Donc, ça, c'était les b.a.-ba en fait voilà, du tableau, voilà, en HTML. J'espère vraiment que vous aurez appris. Essayez en fait d'étoffer en fait ce tableau, acheter d'autres informations. Moi, je vous ai donné en fait ici, voilà, le strict nécessaire en fait pour pouvoir continuer la formation avec nous. Donc maintenant, nous allons passer au formulaire, voilà, un autre composant extrêmement important du HTML. Alors, c'est quoi un formulaire? Le formulaire, en fait, c'est tout simplement, voilà, cet assemblage de champs-là que nous retrouvons le plus souvent sur tous les sites, voilà, dans l'espace Contactez-nous, par exemple, ou tout simplement lors d'une inscription ou d'une connexion, nous utilisons des formulaires. Alors, le formulaire sert à plusieurs choses, d'où le plus important est la collecte d'informations. Alors, nous allons apprendre ici à concevoir ensemble un formulaire de base, basiquement, d'accord? On va pas approfondir de trop, mais vous allez voir en fait l'ensemble des champs les plus utilisés lors de la conception d'un site web. Donc, la balise de base, en fait, pour le formulaire, vous devez certainement deviner, c'est la balise forme ici. Est-ce que vous tapez forme sur Visual Studio ou sur toute autre forme d'éditeur de code, en fait, voilà, HTML, il va vous proposer, en fait, voilà, plusieurs versions. On a d'abord le form get, le form post. Qu'est-ce que c'est que le get et le post? C'est tout simplement des méthodes d'envoi d'informations. D'accord? Pour l'instant, on va juste lancer le form simple. Et l'action ici, c'est tout simplement la page de destination du formulaire. Cela signifie que lorsque vous va rentrer les données du formulaire et qu'il va se soumettre, où est-ce que nous souhaitons en fait que les données soient envoyées? On peut l'envoyer en fait à notre serveur, à un serveur externe ou voilà, à une autre page de traitement, peu importe. Donc pour l'instant, nous n'avons pas en fait de page de traitement pour ce formulaire-là, donc on met tout simplement le dièse pour continuer. Après ça, nous pouvons déjà commencer à rentrer nos champs dans le formulaire. OK? Alors, pour les champs, c'est très simple en fait. Le champ le plus répandu, c'est le champ input ici. Lorsque vous allez taper input, voilà, c'est tout simplement un champ qui prend plusieurs types d'informations. Par exemple, ici, il vous donne déjà le input du button, le input, voilà, du checkbox, voilà, la color, la date, la daytime, le input de email, file, hidden. Bon, en fait, il y a pas mal en fait d'informations. Nous allons partir sur un input de base. D'accord, on va juste valider ça. Et là, il a mis le submit. Non, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste faire un input de type texte. Le input de type texte, en fait, va nous permettre de recueillir, en fait, un texte que notre utilisateur va rentrer. Donc, déjà de là, si je viens sur ma page, vous allez voir que on va avoir, en fait, notre formulaire qui est ici. Voilà, on peut rentrer un texte correctement ici. Voilà, sans souci. Supposons que, en fait, on va créer un formulaire, voilà, qui va rentrer les mêmes types de données, en fait, que notre tableau. C'est-à-dire qu'on va recueillir le nom, le prénom, l'âge et le sexe d'une personne. D'accord? Alors, une fois qu'on a le champ input, il y a un autre élément assez important qui est le label. Parce que comme vous voyez, en fait, le champ input, en fait, n'a pas, voilà, n'a pas d'information qui s'affiche.
Par exemple, là, on sait que c'est un champ, on ne sait pas c'est un champ qui correspond à quoi exactement, on ne le sait pas du tout. Donc, ce champ-là, en fait, voilà, n'est pas complet. Il va falloir me connaître à l'utilisateur que ce champ, c'est un champ, voilà, pour recueillir son nom. Ce champ-ci, c'est pour recueillir son prénom, ainsi de suite. OK? Donc, pour le faire, on va revenir à nouveau. On va utiliser un champ qui est le label ici. Donc, je vais juste faire label ici. Et là, il a sorti en même temps l'attribut for. Alors, l'attribut for va nous permettre de lier notre label à un champ donné. Donc, par défaut, ici, je vais mettre en fait for nom ici. Et ici, pour lier en fait à ce champ à ce champ-ci, il va falloir que je lui donne un ID qui a le même nom que le nom que j'ai passé à l'attribut for ici. Donc là, je vais mettre ici en haut nom, juste le nom. Je fais deux points et je fais ça. Et lorsque je vais revenir ici, vous allez voir qu'il va faire nom et deux points. Il y a le champ qui est ici. Donc, si je clique sur le champ, voilà, il va me permettre de recueillir un nom ici. Donc, si vous quittez par exemple le champ et que vous voulez revenir, vous pouvez cliquer directement sur le champ ou juste cliquer sur le label. Il va ouvrir directement le champ. Voilà, en mode focus. Alors, on va ajouter d'autres champs. On va ajouter le champ prénom. Donc, il va falloir que je copie ces deux champs. Je vais deviner. CTRL-MAJ D ici. Et là, je vais faire for prénom. OK. Et là, je vais mettre ici également prénom. Et là, ce sera prénom aussi. Et voilà. OK. Et donc, je reviens à nouveau. Et là, le champ s'aligne directement ici. Quand je vais cliquer sur ça, il y aura le champ de prénom que je vais tout simplement rentrer Do. Par exemple ici. Non, c'est Jane ici. Voilà, Jane. Le nom, c'est Do. Voilà. Donc, il manque plus que l'âge et le sexe. Donc, je reviens à nouveau. Et je vais dupliquer ce champ-là. Par exemple, CTRL-MAJ T. Voilà. Et là, on va mettre âge. Voilà. Une recommandation que je vous fais, lorsque vous voulez donner le nom de vos attributs et autres, en fait, évitez les majuscules ici. D'accord? Puisque lors du traitement, généralement, plus c'est simple, mieux c'est. Donc, par contre, ici, à l'affichage, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça n'a pas d'impact, en fait, sur, euh, sur la récolte des données lors du traitement ici. Donc, on a l'âge ici et enfin, on aura le sexe ici. Donc, je fais CTRL-MAJ B ici. Et là, on aura cette fois-ci sexe. Ici également, on va avoir sexe ici. Et là aussi, on aura sexe. OK. Donc, si on revient, on va voir nos quatre champs. Donc, on peut remplir directement les informations. Ce sera Do. Et là, Jane. L'âge, je vais dire que ça fait 32. Le sexe, je vais dire que c'est tout simplement une dame. D'accord? Et maintenant, on peut directement soumettre notre formulaire. Donc, et pour envoyer le formulaire, il va falloir qu'on mette, voilà, un élément, un input de type submit. Donc, je fais un input et cette fois-ci, le type ne sera pas de type texte, mais ce sera du type submit. Donc, dans Visual Studio Code, il suffit de faire le deux points et écrire en fait sub par exemple pour qu'il active le submit directement ici. D'accord? Et là, il me dit en fait la valeur d'envoi. La valeur ici, en fait, c'est pas une valeur pour l'envoi, désolé. C'est seulement la valeur qui sera affichée. Par exemple, alors si je reviens ici, vous allez voir qu'il a le champ, mais il n'y a rien qui est dedans. Donc, il n'y a rien qui est affiché parce que j'ai pas mis de valeur ici. Donc, par exemple, je vais mettre ici soumettez ou bien envoyer ou bien tout simplement encore valider et je reviens à nouveau. Et là, vous allez voir qu'il y aura tout simplement le texte validé dans notre input ici. D'accord? Donc, l'input de type submit, en fait, sera tout simplement des inputs de type bouton ici. D'accord? Alors là, voilà, on peut déjà lancer cette fonction, on peut tout simplement l'envoyer. C'est simplement parce que les balises input, en fait, comme les balises label également, c'est des balises de type inline, en fait, voilà. Donc, c'est des balises de ligne, pas des balises de bloc. Donc, lorsque vous les placez, voilà, ils s'emplissent des unes à la suite des autres. C'est correct. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a tout simplement des méthodes avec le CSS, en fait, pour les aligner, les formater, voilà, à votre gré. Mais comme je dis, c'est pas l'objet de notre formation ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez cliquer sur ce champ? Regardez, peut-être quand je vais cliquer sur ce champ, voilà, il va rien faire. En fait, il a fait quelque chose, mais vous ne l'avez pas remarqué. Je vais juste revenir à la page d'avant. D'accord? Je vais revenir ici. Je vais actualiser la page. Non, ici, je vais revenir ici. Regardez en fait l'URL qui est ici. Regardez mon URL ici. Regardez, c'est tout simplement, voilà, mon node 127.0.0, voilà, plus l'adresse et tout simplement la page index.html qui est affichée ici. Quand je vais cliquer sur le bouton valider, regardez ce qui va se passer.
l'URL a changé. Regardez, il a juste envoyé l'URL, il a mis le dièse qu'on avait placé ici. Donc, cela signifie simplement en fait que notre navigateur a envoyé les données en fait, voilà, à l'adresse qu'on a indiquée. Et comme on a indiqué la même adresse que le site web, il a tout simplement remonté au sommet de notre page ici. Maintenant, nous allons explorer en fait, voilà, d'autres attributs de la balise input par exemple ici. Par exemple ici, j'ai mis âge 32 et j'ai mis une balise de type texte ici. D'accord? Par exemple, on pouvait tout simplement passer ici, plutôt que de passer texte, on pouvait passer number. D'accord? Et lorsque vous allez revenir ici, et que vous allez venir maintenant, vous allez voir que c'est tout simplement, voilà, une balise qui va prendre maintenant que des chiffres ici. Le point positif, c'est que ici maintenant, on peut plus placer, voilà, tout ce qu'on veut. Si vous mettez par exemple, voilà, un caractère alphanumérique, qui n'est pas un chiffre plus, voilà, il va rejeter, il va plus valider ici. Maintenant, les seules données valides ici, c'est tout simplement le texte ici. D'accord? Donc, pour le test également ici, on peut créer une liste déroulante dans laquelle on va choisir des informations. D'accord? Donc, ça, on va le faire, bon, pourquoi pas, on va le faire en même temps. Je voulais le mettre à la fin, mais on va le faire ici et maintenant. On va utiliser en fait une balise select ici. Donc, on va tout simplement remplacer notre champ input par un champ de type select. Donc, on va garder son label. Donc, je vais le garder ici. Le label sexe sera gardé. Mais à la place de ça, je vais juste créer une balise select court. La balise select va prendre d'abord un nom que je vais mettre sexe. D'accord? Un ID que je vais mettre sexe également. Et ensuite, on va tout simplement rentrer des champs options. Donc ici, option aura un attribut value. L'attribut value, c'est l'attribut qui sera envoyé à notre serveur. Attention. Donc la value ne sera pas affichée dans le navigateur, mais c'est une information qui sera envoyée à notre serveur lorsque l'utilisateur va sélectionner. Donc par exemple, là, si je mets F, là, je mets F pour femme. Ensuite, je mets également un autre champ option. Je mets M masculin. Et ensuite, je vais ajouter option ici. Voilà. NS non spécifié. Ensuite, on revient dans le navigateur et devinez, là, on a tout simplement une liste déroulante dans laquelle on peut choisir des données. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé également le champ, voilà, le champ que j'avais créé premièrement. À votre avis, qu'est-ce qui se passe lorsque je clique sur sexe ici? Je clique, voilà, hors des champs. Quand je clique sur sexe, voilà, il va tout simplement venir sur le tout premier champ qu'il rencontre, puisque le label force et sexe en fait pour deux éléments qui existent ici. Donc lorsque vous cliquez dessus, il va tout simplement choisir le premier champ qu'il rencontre. Donc là, je vais éviter ça. Je fais CTRL-K, je supprime ça également, cette ligne-là. Et là maintenant, on a une liste déroulante à la place en fait, voilà, d'un champ de type texte ici nativement. Ok. Maintenant, il y a d'autres champs également qu'on peut explorer. Toujours dans le champ input ici, on a d'autres valeurs que ça. Je vais créer un champ vide juste ici pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne. On va créer un input ici, juste un input simplement. Voilà. Et le type ici, il y a le type tel par exemple. Le type tel, si vous revenez, va vous permettre de composer un numéro de téléphone. Évidemment, comme c'est sur, voilà, un navigateur, sur PC, il n'y a pas vraiment grand chemin. Mais si vous êtes sur mobile, par exemple, lorsque vous tapez, il va sortir directement votre clavier. Vous allez saisir un numéro de téléphone directement ici. D'accord? On a également le champ, le type email, qui va permettre de saisir une adresse mail correctement ici. Lorsque vous venez, vous pouvez saisir une adresse mail ici. Ok, tout comme email également, on a tout simplement URL ici, mais voilà, visuellement, il n'y aura pas vraiment une grande différence. On a également numbers, on l'a vu déjà. On a également range, date. Ok, donc par exemple, si je viens ici, je dis en fait que c'est un type range. Regardez ce qui va se passer. Je reviens ici. Et là, vous allez voir qu'il va tout simplement transformer ça en un curseur ici, où je peux permettre de choisir des éléments ici. D'accord? Donc, avec range, par exemple, ici, si je réactualise la page, mettez, je vais actualiser à nouveau la page. Vous avez vu, en fait, il vient juste au milieu ici. On peut affecter d'autres éléments. On a d'autres attributs avec range. On a l'attribut min, par exemple, qui va donner la valeur minimale, en fait, qu'on peut avoir, au moins 0. On aura, pas de virgule, on aura l'attribut max aussi.
qui va, tout comme min, va nous permettre d'avoir la valeur maximale, en fait, voilà, dans notre slider. Et on aura tout simplement la value qui va tout simplement affecter une valeur à notre slider. Là, je lui mets 35. Donc, si je reviens ici, vous allez voir qu'il va le placer à 35% de notre élément ici. Donc, si je mets en fait ça à peut-être 10%, voilà, valeur de 10%, et je reviens, voilà, il va tout simplement glisser ça dans ce sens-là, ok? Ensuite, on aura l'élément date ici. Date va nous permettre ici, je vais supprimer tout ça, puisque ces attributs-là ne sont valables que pour range, voilà, rappelez-vous de ça. On a également data qui va permettre en fait de choisir des dates. Par exemple, si vous venez ici, vous pouvez tout simplement entrer des dates ici, d'accord? On a, oui, vous pouvez cliquer même sur ça, voilà, pour choisir une date, reculer, voilà, des mois et choisir la date qui vous correspond le plus, voilà, 27/07/2023, ça marche. On a également taille, par exemple ici, qui va nous permettre de choisir un temps, une heure, par exemple ici, là, ce sera sur l'heure, donc voilà, 22h45 ici. Voilà. Donc, c'est bon. On a également le détail. Voilà. Qui va nous permettre de faire les deux. Choisir et la data et l'heure. Donc, si on revient sur le navigateur, voilà, on clique dessus. Oups, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? On va revenir. Ah, là, j'ai mis détail. Désolé. C'est pas détail, mais c'est détail local ici. Donc, séparé avec un tiret de 6. Donc, détail local. Et maintenant, si vous revenez, voilà, vous pouvez choisir et la date et l'heure également. Donc, si vous cliquez sur ça, il y a les deux qui sont là. Là, je tourne la vidéo, voilà, le 19 février 2024. Supposons que je veux avancer la date, voilà, jusqu'au 29 février. Donc, là, maintenant, je cale une date, le 29 février 2024 à 22h45 pour le rendez-vous avec le client aussi. D'accord? Donc, après ça, on a également button. Il va convertir juste votre champ en bouton ici. Donc là, je vais venir faire ici, button. Voilà. Donc, button ici. Tu vas tout simplement convertir le champ en bouton. Voilà. Donc, dans button, comme on a fait ici, il va falloir exactement lui passer un value qui va être affiché là-bas, sans quoi il n'y aura rien du tout. Donc, je vais mettre un bouton. Voilà. Et là, on revient. Et là, il marque un bouton ici. On a pas mal d'autres valeurs. Déjà, on a peut-être color ici. Regardez, si je place ici, color. Ça, c'est quand même génial. Ça dépend. Si vous faites un site, par exemple, de graphisme, vous avez besoin de désigner une couleur. Et là, il va permettre de choisir, voilà, la couleur en RGB, bien évidemment. Voilà, en RGB, une composition tierce quelconque et validée. Et la couleur sera enregistrée ici. D'accord? Dans les dates, j'ai oublié de vous présenter également Week. Désolé. Il y a ça, c'est l'oubli. Donc, Week également vous permet de choisir une plage, une semaine en fait de votre calendrier. Donc, par exemple, là, il met en fait que c'est la 8e semaine de l'année. Voilà, vous savez déjà. L'année, c'est 52 semaines, si je ne m'abuse. Donc, jusqu'à la fin. Voilà, 52e semaine ici. Donc, en fait, il va mettre de choisir une semaine. Là, si je dis en fait la 52e semaine, il sait que c'est carrément la dernière semaine de l'année 2024 ici. D'accord? Donc, je reviens et je choisis une autre semaine, peu importe. Voilà, ici, ça marche. Donc, maintenant, un autre champ très important du champ input, une autre valeur du champ input, du moins ça, c'est la valeur password ici. Donc, avec password actif ici, là, le champ va se comporter comme un champ de password par défaut et va masquer toutes les données que l'utilisateur va rentrer ici. D'accord? Donc, ça, c'est du natif sur HTML. Le masque est automatiquement défini. D'accord? Donc, on a également file ici qui va nous permettre de choisir, voilà, un fichier. Donc, file ici va me permettre de choisir un fichier. Là, je mets jamais. D'accord? Donc, vous cliquez sur choisir un fichier. Il va permettre de choisir un fichier, peu importe. Regardez. Je vais chercher juste un fichier quelconque, Titanic 3, CLS. Et là, le fichier est mis ici. Le fichier est mis, mais le fichier n'est pas téléchargé. D'accord? Donc, le fichier est mis. C'est lorsque vous allez envoyer, en fait, que le fichier sera envoyé, voilà, directement ici. D'accord? Alors, je vais revenir ici. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe ici à la fin. Donc, après file, en fait, on va choisir deux éléments assez importants, les checkbox et également les radios. D'accord? Donc, les checkbox et les boutons radio, par exemple, ici, si je mets ici checkbox directement, si je viens ici, voilà,
Vous voyez que là, il a mis juste un bouton, une case à cocher ici. Donc, le checkbox, en fait, c'est tout simplement une case à cocher. Là, vous pouvez mettre plusieurs. Par exemple, supposons que là, je viens dire ici que je vais venir juste ici pour le checkbox. Je vais quand même créer un label. Je vais dire en fait, voilà, label for. Donc, à l'attribut for ici, on va donner en fait un élément. Bon, ça, c'est pas, il sera pas lié à quelque chose. Désolé. Donc, disons, je fais un CTRL Z. Voilà. Donc, le for, je l'enlève. Donc, lui, il sera juste libre. Ici, il sera free. Et il sera tout simplement dans free. Donc, je vais tout simplement lister un ensemble de free ici. Donc, je dis free, du coup, avec un S. Voilà. Et là, il sera tout simplement collé à ça. Bon, finalement, là, ça sera pas du tout stylé. À moins que je convertisse ça en paragraphe. Donc, je vais convertir ça en P. Voilà. Là, au moins, il va créer une rupture de page, une rupture de ligne, du moins. Là, si je reviens. Voilà. Donc, on a free ici, 2 points. Et on pourra carrément faire ça ici. Et là, je vais venir ici. Voilà. Je vais venir faire un BR, un break, pour casser également la ligne pour qu'il revienne à la fin. Donc, après free, j'ai cassé la ligne également pour amener le bouton de validation en bas. D'accord? Donc, je vais revenir ici maintenant entre ces deux-là et je vais créer un checkbox. Dans le checkbox ici, il est déjà là même. Je vais venir juste devant et je vais mettre un label ici. OK? Et ce sera le label là pour mangue par exemple. Donc, la mangue. Et donc là, je vais dire type checkbox. On aura la value qui sera mang ici. Donc, c'est cette valeur qui sera envoyée à notre serveur. Et on aura le ID également qui sera à mang ici. Et voilà. D'accord? Donc, ici, je vais afficher mang. OK? Voilà. Je vais copier ça. CTRL-MAJ-D 3 fois. Donc, après mang, on aura tout simplement, disons tout simplement la pomme. Non, value. Voilà. Ne me pas mettre de majuscule ici. ID pomme. Et là également, on va venir faire pomme ici. Oups, non, attends, c'est ici plutôt. Donc, c'est pomme ici. Voilà. Ici également, pomme. Après, là, on va venir faire poire. Voilà, la poire ici. Ainsi de suite, hein. Je tape ici, poire. Et enfin ici, également. Donc, ça marche du tonnerre. Donc, si vous revenez à la ligne, voilà, vous allez voir que vous avez vos 3 fruits, mangue. Et là, quand vous allez cliquer sur les étiquettes, normalement, il doit pouvoir le faire. Donc, comme vous voyez ici, voilà, on peut carrément, voilà, sélectionner plusieurs fruits qu'on aime ici. Donc ça, c'est les checkbox. Il vous permet en fait de sélectionner plusieurs valeurs valides en fait pour votre champ. D'accord? Donc si je reviens ici, poids, tout ça, c'est bon. Je vais créer maintenant, voilà, un input de type radio ici. Donc, supposons que là, pour le radio, je vais tout simplement venir faire ici un P également. Et je vais faire sport favori. Donc, je vais juste ça, sport favori, tout court. OK? Et après sport favori, je vais créer un input ici que je vais mettre le type radio. Et là, je vais lui donner un nom. Le nom ici est obligé. Et là, je vais lui donner un nom. Le nom ici est obligé. Vous allez voir le pourquoi. Donc, je vais mettre en fait ici sport comme nom. OK? ID. Voilà. Je mets juste un sport ici. D'accord? Et juste devant, OK? Je vais venir faire un label. Et dans ce label-là, je vais faire for, bon, pas sport ici. Non, je vais juste faire ici peut-être un foot. Et là, je vais venir faire ici for foot. Et là, je vais mettre ici à l'affichage football. D'accord? Et ainsi de suite, hein, je vais copier ça, CTRL-MAJ-DD 2 fois. Et là, je vais faire basket ici. Non, là, c'était pas le bon point ici. Voilà. Donc là, tout ce qu'on va changer ici, c'est le ID. On va garder le même nom pour tous nos champs. Donc là, je vais venir faire basket. OK. Donc là, je fais basket. Hein, et là, je vais juste faire basketball. OK. Et donc là, toujours, on garde le même nom sport pour le troisième. Et là, on va venir faire du volley.
Et là, on va faire également du volley et ainsi de suite du volleyball. Ok, donc on suppose qu'on va faire du volleyball ici. D'accord. Donc on revient dans notre navigateur et là, juste en dessous, on va avoir sport favori. Et là, en fait, on ne pourra sélectionner qu'un seul sport favori. Regardez, si je mets football, je ne pourrai plus sélectionner basket. Lorsque je clique sur basketball, il va tout simplement désélectionner football et sélectionner automatiquement basketball. Ainsi de suite pour le volleyball ici. Voilà. Donc, en fait, le bouton radio, en fait, vous permet de sélectionner un élément à la fois dans votre liste d'éléments, là où les checkbox permettent de sélectionner autant d'éléments que vous souhaitez. Maintenant, en fait, si ça fonctionne correctement, c'est parce que nous avons donné le même nom, voilà, à tous ces champs-là, en fait. D'accord? Donc, si on n'avait pas passé le même nom à tous ces champs, ça n'allait pas du tout fonctionner correctement. Regardez, par exemple, si je viens ici et que je modifie ici le nom, voilà, supposons que je supprime le T à la fin et que je reviens, vous allez voir que entre football et basketball, je ne pourrais pas sélectionner les deux. Je peux sélectionner un des éléments ici. Par contre, je peux ajouter volleyball parce qu'il n'a pas le même nom que celui-là. Donc, en fait, le HTML suppose que c'est tout simplement une autre donnée. Voilà. Donc, il va permettre à l'utilisateur de sélectionner ces données-là en plus de ces deux données. Donc, n'oubliez surtout pas, en fait, de marquer le même nom pour tous vos champs de type radio pour ne pas avoir d'erreur, en fait, lors de la sélection. Maintenant, nous allons voir quelques champs pour terminer cette vidéo. Le prochain champ assez intéressant, c'est tout simplement le champ du text input, excusez-moi, du texte area du moins ça, d'accord? Donc, on va revenir juste ici en haut et on va placer un champ text area. Donc, text area, voilà, il a des attributs par défaut. Alors, l'attribut nom va désigner le nom que le champ aura lors de la page de traitement au niveau du serveur, d'accord? Donc ici, on va tout simplement venir faire juste description. On va définir ça comme ça, puisqu'en fait, le texte arrière généralement, c'est des trucs en fait très longs. Donc ID, on va venir faire description ici. Voilà, call en fait, c'est le nombre en fait de colonnes en fait par défaut qu'il occupe. Donc, par défaut, c'est 30 colonnes sur 10 lignes. Ok, donc là, on va rien mettre au-dessus et juste en dessous, au-dessus du moins ça. Ok, donc je vais revenir par là, CTRL Z et je vais mettre un label ici, label for description, tout simplement. Ok, et là, je vais venir faire décrivez-nous votre projet. Donc décrivez-nous votre projet. Et voilà. Ok, donc maintenant, on va venir, on va afficher ça. Et là, vous allez voir que on aura juste ça ici. Décrivez-nous votre projet. Et en face, en fait, un champ, voilà, un champ, un grand champ de saisie. Les textes area, eux, vous permettent en fait de saisir sur plusieurs lignes à la fois. Alors, après le texte area, nous allons avoir la progress bar. Ok, balise assez important que les gens ont tendance à oublier. Voilà, pourtant, il est quand même très important. Donc, vous allez juste taper prog ici. Et là, il va vous afficher une progress bar. Donc, si vous revenez sur le navigateur juste à cette étape-là, vous allez voir en fait, voilà, qui va juste créer, voilà, ce truc-là, qui est là. Et là, quand vous allez revenir ici, il a des attributs ici, d'accord? Donc, on aura déjà l'attribut max, puisque le min est déjà défini sur 0. Donc, le max, on va dire 100. Et on aura la value qu'on va lui donner. Donc, value, on va lui dire 50 pour le fichier. Donc, à partir de là, maintenant, si vous revenez, vous allez voir que il est stable maintenant et à 50% de progression. Alors, après la progress bar, je vais vous expliquer en fait comment créer un champ avec une liste de complétion. Par exemple, supposons que on va créer un champ ici, un champ que je vais juste appeler un input natif. Ok, donc c'est un input de type texte ici. Et juste avant ce input là, je vais venir faire un BR, je vais ramener ça à la ligne et je vais mettre un label ici. Et dans ce label là, je vais juste faire for pays, ok bon pays, d'accord. Donc je vais garder ça ici. Donc disons pays, d'accord. Donc on va dire en fait votre pays favori. Ok, bon, disons votre pays de vacances. Voilà. Euh, bon, je dirais pas pays, votre destination. Je vais dire en fait votre destination. Voilà. Supposons que c'est pour les vacances, comme je l'ai dit tantôt. Donc là, je vais changer le texte en fait à destination ici. Ok.
Et là également, je vais mettre un ID de destination. Alors maintenant, ce que je souhaite, c'est que quand je vais commencer à taper le nom d'un pays, Japan par exemple, si ce pays existe en fait dans la liste des données gérée par le site, qu'il fasse de l'autocomplétion. C'est-à-dire que dès que je vais taper J, qu'il m'affiche tous les pays commençant par J et A, ainsi fait tout simplement voilà un filtre automatique jusqu'à avoir le pays que je souhaite sélectionner comme destination. Donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on va appeler une data list ici. Et la data list, voilà, c'est très simple à faire. C'est pas un truc qui est affiché. Il sera masqué en fait dans le navigateur. Donc je vais juste le mettre partout. Donc je vais faire data. Attention, il y a data list, il y a data grid. Voilà. Donc on va utiliser data list ici. Voilà. Et à l'intérieur de la data list, on va créer des options. Ok. Donc on va venir faire option ici. Et la value, je vais faire FR ici. Et ça sera pour la France. D'accord. Et on va en fait faire en sorte qu'il y ait en fait voilà euh, plusieurs pays commençant par F. Donc là je vais mettre la Finlande. Je sais pas si le code de la Finlande c'est FL ou pas. Voilà, peu importe. L'idée c'est tout simplement pour l'exercice. Et voilà. Donc on a pas mal de pays déjà qu'on a eu à lisser. Ok. N, N, M, L, A, A. Il y a CC, et au moins il y a deux C, il y a deux F, c'est déjà bon pour l'exemple. Alors, pour attacher en fait notre liste, en fait, notre data list à notre input ici, puisqu'il va falloir qu'on fasse une connexion entre ces deux éléments-là, pour que lorsqu'on va commencer à saisir, que notre champ input est la liste en fait sur laquelle il doit chercher le champ recherché par l'utilisateur. Donc, on va donner un ID à cet élément-là ici. Donc, je vais écrire dans ID ici, country underscore list, tout court. Je sélectionne ça. Et je viens juste au niveau en fait de mon input, je vais utiliser l'attribut list ici auquel je vais passer country list ici. Ok, maintenant on a rattaché, mais avant de lancer, je vais quand même faire quelques opérations ici. Donc je vais venir donc dire ici que là, je vais coller juste ça, France, voilà, je vais coller tout ça ici. Il n'y a pas le choix. Donc CTRL C, je le mets ici. Ainsi de suite. Et voilà. Donc maintenant, on va aller voir un peu ce que ça a donné. Et là, bim, on est là. Donc, quand vous allez cliquer dans le champ de la destination, regardez, il va vous afficher les pays disponibles ici. Donc là, il affiche France, Finlande, Japon, USA, Canada, Côte d'Ivoire, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Afrique du Sud, voilà, ainsi que le Maroc. D'accord? Donc, si je sélectionne en fait Japan, il va remplir le champ avec la valeur Japan ici. Maintenant, l'autocomplétion, c'est par exemple quand vous allez commencer à taper, quand vous allez taper J, voilà, il vous propose en fait Japon et Japan. J'ai l'impression que j'ai le même pays deux fois. Ok, mais si vous rentrez C, voilà, il va vous proposer voilà tous les pays qui contiennent des C. On a la France, on a le Canada, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Donc, si vous faites CA, voilà, il va sélectionner le Canada parce que il n'y a que dans le Canada qu'il y a cette suite de caractères C et A. D'accord? Donc, si vous faites F ici, il va vous proposer tous les pays contenant des F. Donc, il y a la France, il y a la Finlande, il y a Burkina Faso et il y a l'Afrique du Sud ici. Mais dès que vous allez taper FR, voilà, il va dire en fait qu'il n'y a que là maintenant il dira qu'il n'y a que la France et l'Afrique du Sud qui a la suite de caractères F et R. Donc, si vous faites A, là, il n'y aura plus que la France. Et là, si j'avais mis I, il n'y a que la Finlande qui a le FI comme suite de caractère. Et voilà. Et là, maintenant, on peut sélectionner Finlande. Donc, ça, c'est un truc assez cool, en fait, du HTML natif qui vous permet de faire des autocomplétions sans avoir besoin d'un JavaScript externe pour gérer l'animation et les données. OK? Alors maintenant, nous allons passer à la dernière étape, la soumission du formulaire. Mais avant de soumettre notre formulaire, je vais vous montrer un autre champ. Vous voyez, le champ input ici. On a mis le type à submit ici. En fait, il y a un autre type ici qui se complète à submit, qui est tout simplement le type reset. Reset, en fait, c'est tout simplement mise à niveau ou tout simplement réinitialisation.
le reset va réinitialiser en fait notre champ. Donc, par exemple, si je mets à value, je vais lui dire simplement réinitialiser le formulaire. Bon, je vais dire faire réinitialiser, c'est un bouton. Voilà, faudrait pas en fait trop l'encombrer. Donc, je ferme un peu ça. Quand je vais revenir ici sur le navigateur, vous allez voir qu'il y a le champ réinitialiser. Et pour faire une réinitialisation, il va falloir d'abord qu'on rentre des données dans notre formulaire. Supposons que je rentre à Do, et là, je rentre Jane, l'âge, je dis 32, voilà, son sexe en F1, disons que là, elle aime en fait tous les 3 fruits, elle fait en fait du volley, et voici son projet, mon projet, tout court. Voilà, et pays de destination, disons tout simplement la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on va valider, en fait, elle va envoyer les formulaires. Mais lorsque vous cliquez sur réinitialiser, vous voyez qu'en fait, il a nettoyé tous les champs et a remis à zéro. Donc, par exemple, vous allez permettre aux utilisateurs, lorsque ils ont mal rempli, en fait, un champ ou un formulaire, qu'ils puissent réinitialiser tout le formulaire ou qu'ils modifient individuellement les formulaires au besoin. D'accord? Maintenant, avant de passer maintenant à la soumission, il y a un truc que je veux présenter, c'est tout simplement le champ input ici. Le champ input avec la valeur submit permet en fait de soumettre un formulaire, mais il y a un truc assez important également qui est le bouton ici. D'accord? Donc le bouton, c'est dit button ici. Voilà, quand vous allez taper sur button, button également permet d'avoir un bouton de reset et un bouton de submit. Peu importe en fait, ça marche très bien. Par exemple, si je fais un button de submit ici, je vais mettre également valider. Voilà, ici. Et je vais en dessous recréer un autre button, je dirais peut-être button ici, de type, je vais mettre le type, et là je vais dire que c'est un type un reset ici, et là je vais venir faire ici, bon, je vais mettre reset ici, et là je vais mettre submit, soumettre. Donc je mets ces deux là. Quand vous allez revenir en fait sur votre navigateur, vous allez voir qu'on aura submit, reset et valider et réinitialiser. Donc les deux premiers c'est nos boutons et les deux derniers c'est nos inputs en fait. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence textuellement puisque avant on n'avait que le champ input en fait voilà pour gérer les validations et les réinitialisations de formulaire. Maintenant la balise button a été inclue dans le HTML et on a permis en fait à cette balise là de pouvoir gérer la soumission et la mise à jour du formulaire correctement. Ok, donc vous pouvez tester également le reset, là, ça va fonctionner. Là je vais pas remplir tout, je vais remplir seulement quelques champs. Voilà, ça c'est bon. Je vais choisir, bon, disons que cette fois-ci elle joue du basket. Quand vous allez cliquer sur le reset de bouton, voilà, ça remet à jour le formulaire correctement, donc tout marche très bien. Maintenant on va voir maintenant la validation. Donc ici, vous pouvez décider de garder soit le format avec les boutons qui est plus conseillé, soit tout simplement ce format-là, peu importe, ça va marcher dans les deux cas. D'accord? Il n'y a pas d'erreur de syntaxe à ce niveau. C'est tout simplement pour la structure. Là, au moins, c'est comme inclure des boutons. De l'autre côté, c'est tout simplement des champs de type input. Il y a que ça comme différence. Donc maintenant, en fait, on va essayer de soumettre un formulaire et je vais vous expliquer le fonctionnement en fait de la soumission. Supposons qu'on remplisse nos champs Do et je vais dire Jane ici. Et là, je vais mettre âge 32. Voilà, le sexe est féminin. Elle mange les pommes. Bon, disons que pour ça, je vais dire juste, je mets juste n'importe quoi ici. Je mets qu'elle joue du volleyball. Voilà, pays de destination, Nigeria. Et là, je vais soumettre. Regardez ici à mon URL ici. Regardez bien mon URL ici. Il n'y a pas de souci d'abord. Et lorsque je vais cliquer sur Submit, regardez ce qui se passe. Il y a ça qui s'est passé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ajouté derrière mon URL de base des informations. Ces informations-là, en fait, correspondent correctement aux valeurs que j'ai passées à mes différents champs. Le champ sexe, en fait, a pour valeur F1, sport est à on, description est à ça, en fait. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que tous les champs ne sont pas passés? Parce que tous les champs n'ont pas d'attribut name ici. Voilà pourquoi il n'a pas renvoyé le tout. Donc, si vous revenez dans votre projet, vous allez voir que le champ voilà, si on remonte un peu, le sport, en fait, voilà, a un attribut name ici. D'accord? Voilà. Donc, je vais venir faire CTRL-C. OK? Et je vais venir, disons que je vais sélectionner, ici, je vais mettre, en fait, un attribut name à ça. Je dis name, je mets ça. OK? Et là aussi, je vais venir faire, je vais coller name ici. Et là également, je vais coller name ici. Donc, au-dessus également, dans mon champ select, là, le name est mis à sport. Vraiment. Je vais venir dire free.
fav pour fruit favori. OK? Donc, je sélectionne ça. Je vais le remplacer ici aussi. Là aussi, je le remplace. D'accord? Donc, je vais sélectionner à nouveau, voilà, un attribut name. Je viens dans select ici. Voilà. Là, il a déjà le name à sexe. Donc, c'est bon. Dans ce input là, il va falloir qu'on le mette en un name. Et là, je vais dire que c'est âge. OK. Et ici, là, je vais venir dire ici que c'est prénom. Et là aussi, je reviens ici et je vais mettre ici, non, là c'est là c'est le label. Donc c'est pas sur les labels, mais c'est sur les inputs. J'espère que je ne me suis pas toujours trompé. Ok, c'est bon. Et là, je vais venir mettre un non. Donc je viens ici, je mets non ici. Donc là c'est non. Ok, là c'est prénom, là c'est âge. Ok, pour le sexe, c'est bon. Et là, ok, le name est bon ici. Ok, donc pour le champ de type checkbox, le name est là. On a gardé le même nom pour le champ de type checkbox, donc ça marche. Et là, ici, voilà, pour le bouton radio, c'est bon, on garde le même nom ici. Voilà, donc c'est correct ici. En fait, ici, je reviens encore ici. Le checkbox, en fait, vous n'êtes pas obligé de garder le même nom. Donc, étant donné que ça, c'est pour la poire, je vais faire free poire. Ok, voilà. Et là, je vais venir faire free pomme. Et là, ce sera free manga. Regardez, je reviens ici. Ok, voilà, il a tout remis à jour. Je vais actualiser la page. Je vais enlever tout ça puisque ça, c'est tout simplement l'information qu'il a envoyée. Et là, HTML, je me permets de remettre ça comme ça. Ok. Donc, voici l'URL de base qu'on a. Donc, je vais encore entrer des informations do, Jane, ok, âge 32, sexe F, c'est tout simplement une manga, pomme, ok, poids, ok, mon projet est beau plutôt, voilà, mon projet est beau. Et là, on va dire qu'elle joue du volleyball, ok, et là, la destination, ce sera le Burkina. Et cette fois-ci, on va soumettre le formulaire. Et regardez encore mon URL qui va changer. Quand je vais envoyer les données du formulaire, cette fois-ci, regardez ce qui se passe. Voilà, il a le lien encore plus long puisque là, on a mis tous les attributs, tous nos champs en fait ont des noms. Donc là, il me dit en fait que le nom égale à Do, le prénom égale à Jane, l'âge égale à 32, le sexe égale à F, le fruit manga égale à manga, le fruit pomme égale à pomme puisque voilà, il a sélectionné tout ça. Ainsi de suite, fruit pois égale à pois, voilà. On a sport qui est égal à on a la description, mon projet est beau, et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la soumission du formulaire. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé les données ici? Simplement parce qu'il a utilisé une méthode de soumission qu'on appelle la méthode GET. La méthode de soumission GET, en fait, qu'on avait lors de la création de notre formulaire, si vous vous rappelez très bien, quand on a lancé le formulaire avec la balise form ici, voilà, il y avait un attribut qui était à méthode. L'attribut méthode ici, voilà, par défaut, c'était à get ici. Lorsque vous ne remplissez pas l'attribut méthode, c'est la méthode get qui sera utilisée. Donc, la méthode get, en fait, va renvoyer, en fait, les informations, voilà, dans le lien, qui sera récupéré lors du traitement dans la requête ici. Donc, c'est très simple. Maintenant, il y a une autre méthode qu'on va appeler la méthode post ici. La méthode post, en fait, va envoyer les informations non plus dans le lien, mais dans la requête directement. Regardez, par exemple, ici, si on revient ici, je reviens juste en arrière, voilà, pour avoir le site de base. Donc, ici, je vais juste remplir des données de test ici. Je mets Jane, je passe l'âge à 32 et tout, je sélectionne pomme, OK, et je vais soumettre le formulaire. Quand je vais cliquer sur Submit ici, il me lance une erreur me disant que cette page ne fonctionne pas, erreur HTTP 405 ici. Pourquoi la page ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, la requête qui était émise n'a pas été récupérée. Donc, c'est juste pour ça que la page ne fonctionne pas. Donc, la méthode get va mettre en fait les informations dans l'URL, alors que la méthode post en fait va bloquer les informations dans la requête. Lors de la soumission, en fait, si vous n'avez pas la page qui va récupérer les données, en fait, dans 80% des cas, il lève une erreur comme ici. Donc maintenant, c'est bon, nous allons mettre fin à la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder maintenant le CSS pour apprendre à mettre en forme, en fait, notre site web.
D'accord? Donc, rendez-vous à la semaine prochaine, à la même heure. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.